Elle avait 19 ans et nettoyait le sol d'une autre famille, tandis que son propre avenir se dégradait dans un débarras à l'odeur de poisson séché. Son oncle avait tout promis à ses parents. Pour son école, oui, un avenir, une chance. Il l'avait cru parce qu'il rentrait en voiture, vêtu d'une chemise de sénateur impeccable et qu'il avait le don de faire passer ses mensonges pour des projets. Il lui avait confié leur fille avec un petit sac et un grand rêve. Au lieu de cela, il lui avait donné un balai, une serpillière, un réveil à 4h30, un tapis de débarras et 4 années à voir ses propres enfants partir pour l'école chaque matin, tandis que l'attendait devant le portail, un seau à la main. Il pensait lui avoir tout pris. Il n'avait aucune idée de ce qu'elle était en train de devenir, en silence. Avant de commencer, chers amis, vous êtes ici pour écouter les plus belles histoires africaines jamais racontées. Prenez un instant pour aimer cette vidéo, laissez un commentaire ci-dessous et vous abonner pour ne manquer aucune histoire. Cela compte énormément pour moi. Commençons. Il apporta des sacs de riz et des boîtes de bière. Puis il s'assit dans le salon de la maison familiale d'Adaz et parla à ses parents avec l'autorité d'un homme apportant la solution à un problème qu'il n'avait pas encore nommé. La famille d'Adaz n'était pas pauvre au sens où l'entendent ceux qui n'ont jamais connu la pauvreté. Ils étaient pauvres de la manière singulière d'une famille qui travaille sans relâche, sans jamais parvenir à s'en sortir. Son père réparait des motos. Sa mère vendait des arachides et du poisson-chat fumé au marché en bord de route, et ensemble, ils nourrissaient 6 enfants, payaient le loyer et entretenaient le toit, sans jamais avoir assez de rien. Adaz était la 2e enfant et la seule fille. Elle avait toujours été première de sa classe depuis l'école primaire. Son institutrice avait écrit à l'encre rouge sur son bulletin final, chose inhabituelle, que cet enfant ne devait en aucun cas interrompre sa scolarité. Ses parents avaient lu ces mots et ressenti le poids de leur impuissance à tenir leurs promesses. C'est alors que l'oncle Boniface, assis dans leur salon, vêtu de sa chemise de sénateur impeccable et de ses belles chaussures, sa voiture garée devant la maison, fit une proposition. Il emmènerait Adaz à Lagos, l'inscrirait dans une bonne école, elle vivrait chez lui et donnerait un coup de main aux tâches ménagères. Il aidait son père comme n'importe quel enfant, et en échange, elle recevrait l'éducation que ses parents ne pouvaient pas lui offrir. Elle rentrerait pour Noël, elle appellerait chaque semaine. Ses parents posaient des questions, il avait une réponse à tout. Ils priaient, ils en discutaient. Il regardait Adaz, assise dans un coin de la pièce, essayant de faire comme si elle n'écoutait pas une conversation qui ne parlait que de son avenir. Elle n'avait pas peur. Elle avait 15 ans et le courage particulier de celle qui n'a pas encore appris à quel point la confiance peut être mal placée. Sa mère lui avait tressé les cheveux la veille de son départ. Son père lui avait glissé 200 naïras dans la main, tout ce qu'il possédait, devant le portail, et lui avait dit « Rends-nous fiers ». Elle lui avait promis de le faire. Elle le pensait de tout son cœur. Personne ne savait ce qui l'attendait déjà dans cette maison de Lagos, ce qui avait déjà été décidé avant même que la voiture ne quitte leur route. La maison de Surulere était grande pour tout ce qu'Adaz avait connu. 2 étages, un générateur, un portail avec un cadenas, un salon carrelé avec une grande télévision et des chaises, elle était... On lui dit plus tard de ne pas rester. Tante Ngozi l'accueillit à la porte. Tante Ngozi était la femme d'oncle Boniface, une femme menue et précise, dont le visage avait appris avec une grande efficacité à exprimer l'approbation et la désapprobation et très peu d'émotions intermédiaires. Elle regarda Adaz comme on regarde un meuble dont on hésite sur l'emplacement. Elle demanda à Adaz si elle était forte. Adaz répondit par l'affirmative, et tante Ngozi hocha la tête comme pour confirmer quelque chose. La première semaine, Adaz attendait qu'on lui parle de l'école. Elle aidait volontiers pour les petites choses. Elle ne voulait pas être un fardeau. Elle voulait se montrer responsable et reconnaissante. Le 8e jour, le personnel de maison annonça son retour dans son état d'origine. Elle partit un vendredi matin avec ses 2 sacs et sa malle en fer blanc. Le vendredi après-midi, tante Ngozi avait montré à Adaz où étaient rangés les produits d'entretien. Le samedi, elle lui avait expliqué l'emploi du temps quotidien. Lundi, Adaz faisait tout ce que faisait la femme de ménage. Cuisiner, balayer, laver les sols, faire la lessive, s'occuper des 3 plus jeunes enfants, absolument tout. Elle attendait toujours d'être inscrite à l'école. Elle attendit 2 mois avant de demander. Tante Ngozi lui dit avec la patience de quelqu'un qui explique une évidence à une personne un peu lente qu'il fallait être patiente, que chaque chose en son temps. Adaz était patiente. Elle croyait que la patience était une vertu et que les choses finissaient toujours par s'arranger pour ceux qui savent attendre. Elle ignorait encore qu'entre de mauvaises mains,
La patience est simplement le chemin le plus long qui mène nulle part. Les mois devinrent une année, puis deux. Chaque matin, les 3 enfants de l'oncle enfilaient leur uniforme et montaient dans la voiture qui les emmenait à leur école privée. Chaque matin, Adaès se tenait devant le portail et regardait la voiture scolaire disparaître au coin de la rue, puis retournait dans la cour et prenait son balai. À Augusta, ses parents recevaient des messages de l'oncle Boniface qui leur disaient qu'Adaès se débrouillait bien, qu'elle travaillait dur et qu'elle devenait une belle jeune femme. Ils étaient fiers, ils remerciaient Dieu. Personne ne leur avait dit la vérité. Et personne dans cette maison n'imaginait que ce qu'il faisait à cette fille, ce qu'il lui prenait année après année, discrètement, sans faire de vagues, finirait par se retourner contre eux, pour les trouver d'une manière qu'aucun d'eux n'aurait pu prévoir. En 4 ans, Adaès a rempli 11 cahiers. Des mots, des définitions, des phrases, des faits entendus à la radio, les noms de pays aux informations, des mathématiques résolues à la main à partir d'un manuel de 3e trouvé abandonné derrière la maison. Elle résolvait chaque problème, puis recommençait pour être sûre de les comprendre différemment. Elle n'attendait plus. Elle avait cessé d'attendre au cours de la 2e année, lorsqu'elle avait compris qu'attendre que l'oncle Boniface et la tante Ongozi lui donnent ce qu'ils avaient promis revenait à attendre la pluie. Les conditions n'étaient pas réunies. Alors, elle a créé les siennes. Elle a repéré la bibliothèque municipale, à 3 arrêts de bus, et les jours où elle pouvait partir discrètement, elle s'y rendait. Elle n'avait pas toujours d'argent pour le bus. Ces jours-là, elle marchait, 40 minutes aller-retour. Elle s'installait à la bibliothèque dès qu'elle pouvait grappiller un peu de temps et lisait l'histoire, les sciences, la littérature, le droit, tout ce qui se trouvait sur les étagères et qu'elle n'avait pas encore lu. La bibliothécaire, une femme d'un certain âge nommée Madame Adétoutou, la remarqua après sa 4e visite. Elle remarqua son cahier. Elle remarqua la façon dont Adaès lisait, non pas comme on lit pour tuer le temps, mais comme on lit lorsqu'on construit quelque chose. Un après-midi, Madame Adétoutou lui dit discrètement que l'école du soir publique, située à 3 rues de là, acceptait des inscriptions. Les cours avaient lieu de 18 à 20 heures. Les frais d'inscription étaient modiques. Adaès la fixa longuement. Puis elle demanda comment s'inscrire. Elle paya avec l'argent qu'elle avait économisé pendant 8 mois, de la petite monnaie récupérée au marché, en arrondissant mentalement les prix des provisions et en gardant la différence. 5 naïras par-ci, 10 par-là, elle accumulait petit à petit les économies avec la patience de celle qui, enfin, met sa patience au service de son propre salut. Elle n'en parla ni à son oncle Boniface, ni à sa tante Ngozi. Elle s'était simplement mise à suivre des cours du soir et, pour la première fois en 4 ans, elle se trouvait dans une salle où l'on attendait quelque chose de son esprit. Elle était la plus âgée des nouvelles étudiantes de sa promotion. Adaès avait 3 ans d'avance sur les autres élèves et progressait beaucoup plus vite, ce qui attira l'attention de l'enseignante. Cette dernière, mademoiselle Onyeka, qui animait la classe avec l'énergie d'une personne convaincue de l'importance de ces 2 heures du soir, remarqua dès la 2e semaine qu'Adaès n'était pas une débutante. Elle ne se contentait pas de combler ses lacunes, elle progressait à une vitesse fulgurante. Elle répondait à des questions que les autres élèves n'avaient pas encore abordées. Elle posait des questions qui faisaient avancer la leçon. Mademoiselle Onyeka commença alors à rester 5 minutes après le cours pour discuter avec elle. C'est dans cette classe, un mardi soir de novembre, qu'Adaès rencontra Emeka. Il n'était pas élève, mais bénévole. Un fonctionnaire discret qui venait 2 fois par semaine pour aider en mathématiques car la classe n'avait pas de professeur attitré et il avait proposé son temps spontanément. Il avait 31 ans. Il était d'une simplicité désarmante, comme le sont parfois les personnes vraiment bienveillantes. Pas de mise en scène, pas d'annonce, juste quelqu'un qui était là et qui faisait ce qu'il avait promis. Il remarqua Adaese comme on remarque quelque chose qui détonne. Elle terminait ses exercices de mathématiques avant même qu'il ait fini de les expliquer. Il lui posa la question, non pas pour la complimenter, mais plutôt pour lui demander des explications, comme on le fait lorsqu'on essaie de comprendre quelque chose. Elle lui confia qu'elle avait appris toute seule grâce à un manuel scolaire abandonné. Il la regarda un instant, puis dit « Il y a d'autres manuels si tu en veux. » C'est ainsi que tout commença. Sans éclat, sans romantisme, pas encore. Juste un homme qui avait des manuels et une femme qui en avait besoin, et un petit geste d'humanité qui, avec le temps, deviendrait l'une des choses les plus importantes qu'ils aient jamais faites. Pendant 6 mois, Adaese étudia. Elle abordait les matières avec la même passion qu'elle avait toujours eue pour tout ce qu'elle aimait, avec avidité, sans relâche. Elle avait 19 ans, elle était la meilleure élève de la classe, elle n'avait pas pris un seul jour de congé depuis 4 ans et elle n'avait jamais été aussi heureuse depuis son départ d'Enugu-Outar. Et puis, inévitablement, sa famille l'a pris. C'est Chisom qui l'a vu. Chisom était l'aîné des enfants de son oncle Boniface.
15 ans à présent. Elle avait l'œil vif, comme souvent chez les enfants qui grandissent dans des foyers où règnent les secrets. Un jour, alors qu'elle rentrait en voiture avec son père, ils passèrent devant le bâtiment de l'école du soir et elle aperçut Adaese par la fenêtre ouverte. Elle se tenait sur le seuil, un cahier sous le bras, en pleine conversation avec un homme que Chisom ne connaissait pas. Elle en parla à sa mère le soir même. Ce qui suivit ne fut pas une confrontation, ce fut quelque chose de plus discret, mais d'une efficacité redoutable. Tante Ngozi commença à allonger les responsabilités d'Adaese. L'heure de début des cours du matin s'y repoussait de 5h à 16h30. De nouvelles tâches apparurent, se terminant chaque soir juste après 18h. Les courses au marché furent reportées au mardi et jeudi après-midi, les jours précis où Emeka venait donner ses cours. Elle ne dit rien de direct, elle fit simplement disparaître l'école du soir. Quand Adaese a demandé, avec précaution et respect, si elle pouvait assister à ses cours, tante Ngozi l'a regardée avec l'expression de quelqu'un qui a décidé que la meilleure réponse est l'absence de réponse. Puis elle s'est éloignée. Après son départ, Adaese resta debout dans le couloir et comprit, avec une clarté presque paisible, qu'elle était face à la fin de quelque chose. Non pas la fin de son ambition, ni la fin de ses efforts, mais la fin de sa patience à attendre une autorisation. Elle se rendit dans son débarras. Elle s'assit sur son mince tapis. Elle sortit son carnet, le 12e à présent, et écrivit une phrase en haut d'une page blanche. « Je pars ». Elle l'annonça à Emeka un samedi. Elle le retrouva à la bibliothèque après 40 minutes supplémentaires passées à faire des courses et lui raconta tout. Non pas qu'elle ait besoin d'être secourue, elle avait déjà décidé de partir quoi qu'il dise. Elle le lui dit parce qu'il était le seul à Lagos à connaître son vrai nom et non celui que sa famille avait choisi, et elle voulait qu'une personne le sache. Emeka écouta. Il ne l'interrompit pas. Il ne proposa ni solution ni opinions immédiates. Lorsqu'elle eut fini, il resta silencieux un instant. Il a ensuite ajouté « Je connais quelqu'un à Ikeja qui loue des chambres à des femmes qui travaillent. Le prix est raisonnable. Je peux lui parler. » Il ajouta « La date limite d'inscription aux examens est dans 3 semaines. Si tu veux passer les épreuves du WAIC, il faut s'inscrire avant. Je peux prendre en charge les frais. Tu me rembourseras comme tu le souhaiteras ou pas du tout. Je t'en laisse le choix. » Adaese la regarda. Il la regarda en retour avec la sérénité imperturbable d'un homme qui ne calcule rien. Elle dit « Je te rembourserai chaque naira, intérêt compris. » Il répondit « Je sais ». Elle partit un jeudi matin. Elle n'écrivit pas de lettre. Elle se leva à 4h30, comme d'habitude, accomplit toutes ses tâches habituelles, puis à 7h, pendant que la maison prenait le petit déjeuner, que les enfants se préparaient pour l'école et que personne ne surveillait le débarras, elle prit son sac, le même petit sac avec lequel elle était arrivée 4 ans auparavant, un peu plus lourd maintenant, avec 12 cahiers, et franchit le portail de la propriété. Elle ne courut pas. Elle marcha d'un pas régulier, à son rythme, dans la direction qu'elle avait choisie. Quand ils ont enfin remarqué son absence, la maisonnée a explosé de joie. Tante Ngozi a appelé un numéro qui n'existait pas. Oncle Boniface contacta les parents d'Adaese à Enugu-Utar et se présenta comme un bénéficiaire lésé, trahi par l'ingratitude. Ses parents étaient perplexes. Ils appelèrent le seul numéro qu'ils avaient, celui que leur avait donné l'oncle Boniface, mais personne ne répondit. Un message finit par arriver grâce à un réseau de connaissances du voisinage. « Reviens t'excuser, sinon nous ferons en sorte que ta famille sache quelle fille tu es devenue. » Adaese reçut ce message. Elle le lut une fois, puis le mit de côté et ouvrit ses documents d'études. Il lui restait 12 jours avant la date limite d'inscription à l'examen. Elle n'avait pas de temps à perdre avec les menaces de ceux qui lui avaient volé 4 ans de sa vie et qui étaient maintenant furieux qu'elle ait repris le contrôle du reste. La chambre à Ikeja était petite et modeste. Un lit simple, une fenêtre donnant sur une cour étroite, une cuisine partagée sur le palier. La propriétaire, la dame Taiwo, regarda Adaese pendant 30 secondes à son arrivée et dit « Tu paies le 1er du mois, tu gardes ta chambre propre et tu ne déranges personne. » Adaese a accepté les 3 conditions. Elle a trouvé du travail dès la 2e semaine, un poste de saisie de données dans une petite entreprise de logistique. L'entreprise, le salaire était modeste, il était le sien. Elle étudiait le soir et le week-end. Emeka continuait de lui apporter des documents et de corriger ses travaux. Leur relation grandissait, comme toute chose réelle, lentement, discrètement, vers quelque chose de durable. Elle passa ses examens du WAEC 4 mois après avoir quitté la maison. Elle réussit avec mention dans 6 de ses 8 matières.
Quand les résultats tombèrent, elle resta assise dans sa petite chambre modeste à contempler longuement sa feuille, sans pleurer, sans se réjouir, simplement en réalisant le fruit de 4 années de réveil à 5 heures du matin, d'heures volées à la bibliothèque et de cahiers à la lampe torche, et en acceptant enfin la réalité. Puis, elle appela sa mère. Elle lui raconta tout. L'appel dura 2 heures. Sa mère pleura presque tout le temps, non pas de honte, mais du chagrin d'un parent qui comprend trop tard qu'il a confié ce qu'il avait de plus précieux à la mauvaise personne. Son père resta silencieux pendant les 20 premières minutes après que sa mère lui eut passé le téléphone. Puis il dit « Tu es bien la fille de ton grand-père ». Dans leur famille, c'était la chose la plus prestigieuse qui puisse exister. On n'aurait jamais pu dire cela d'une personne. Quant à l'oncle Boniface, il a découvert ce qu'était devenu Adaese non pas lors d'une conversation familiale, mais à la télévision. 3 ans après son départ, un reportage sur de jeunes professionnels qui font bouger les choses à Lagos était consacré à une jeune femme de 22 ans qui avait lancé une initiative d'éducation communautaire offrant des cours du soir aux employés de maison et aux jeunes sans-papiers dans 3 zones de gouvernement local. Son nom apparaissait à l'écran. Son visage aussi. Adaese. La jeune fille qui balayait sa cour tous les matins à 4h30, celle qui dormait dans le débarras où l'odeur de morue séchée ne s'estompait jamais. L'oncle Boniface regardait le reportage depuis son salon à Surulere, dans cette même pièce carrelée, avec les mêmes chaises où il lui avait interdit de s'asseoir. Personne dans la pièce n'aurait pu décrire ce qui se lisait sur son visage, mais tous comprenaient qu'un poids s'y était installé pour toujours, un poids qui ne le quitterait plus. Adaese et Emeka étaient mariés depuis 2 ans, après son départ de la maison. C'était un samedi de saison sèche. Leur famille, leurs amis, Madame Adetutu de la bibliothèque qui a pleuré pendant toute la cérémonie et Mademoiselle Onyeka qui a prononcé un discours qui a également ému tout le monde aux larmes. Elles eurent 2 filles. Elle nomma la première en hommage à sa mère. La seconde, elle l'appela Amara, qui signifie grâce, car c'était ce dont toute cette histoire avait eu besoin plus que tout. L'initiative éducative prit de l'ampleur. Ce qui avait commencé comme une conversation entre Adaese et 3 autres femmes dans la cuisine de Madame Taiwo, devant une organisation enregistrée, financée par 2 fondations et bénéficiant d'un partenariat gouvernemental pour le soutien des programmes scolaires. Elle ne la dirigeait pas par esprit de vengeance. Elle la dirigeait parce qu'elle savait exactement ce que cela coûtait à une personne de vouloir apprendre et de n'avoir aucun moyen d'y parvenir. Et elle avait décidé que ce coût était inutile et qu'elle allait consacrer sa vie à le réduire. Elle finit par rompre tout contact avec la famille de l'oncle Boniface, sans drame, sans confrontation ni scène finale. Elle cessa simplement de répondre et finit par disparaître. Elle était désormais injoignable. Et le silence devint permanent. Ses parents vinrent lui rendre visite à Lagos. Son père était assis dans l'appartement qu'elle partageait avec Emeka. Un véritable appartement maintenant, avec des meubles qu'ils avaient choisis ensemble et la lumière qui pénétrait par 2 fenêtres. Il tenait sa petite fille sur ses genoux et resta longtemps silencieux. Puis il vit à Adaese. « J'aurais dû venir te chercher plus tôt. » Elle lui répondit « Tu es venu quand tu as pu et je me suis débrouillée. » Les 2 étaient vrais. La patience est un don, mais la patience accordée aux mauvaises personnes, dans de mauvaises conditions et pour de mauvaises raisons, la patience utilisée pour se rabaisser par peur du prix de la vie, ce n'est pas d'une vertu. C'est une cage qui s'est autoproclamée vertu. L'histoire d'Adaese n'est pas une histoire de vengeance. Elle n'a pas construit sa vie pour prouver quoi que ce soit à son oncle Boniface ou à sa tante Ngozi. Elle l'a construite parce qu'elle en avait le droit, et parce que les années qui lui avaient volé ne lui avaient pas enlevé l'essentiel, la conscience de sa propre valeur. Il y a des gens dans ce monde qui vous prendront et appelleront cela de l'aide, qui vous utiliseront et appelleront cela de l'aide, la famille, qui vous maintiendra dans votre ignorance et appellera cela de la gratitude. On ne leur doit pas votre patience infinie, on ne leur doit pas votre silence, et ce n'est pas à eux de décider de votre avenir. Parfois, le plus courageux est de ne pas se défendre. Parfois, le plus courageux est simplement de franchir le portail à l'aube sans se retourner. Adaese savait qui elle était avant même que Lagos ne le lui confirme. Elle avait juste besoin d'une chambre à elle, de 12 cahiers, d'une bibliothèque à 3 stations de métro et d'une personne qui viendrait 2 fois par semaine avec des manuels scolaires, sans autre but. C'était suffisant. Cela a toujours été suffisant. Mes chers amis, si vous m'avez suivi jusqu'au bout de cette histoire, sachez que cela compte énormément pour moi. Nous racontons des histoires comme celle d'Adaese parce qu'elles sont vraies, tout simplement.
Ce n'est pas vrai au sens où cela ne serait arrivé qu'à une seule personne, c'est vrai au sens où cela se produit en ce moment même dans des maisons à Lagos, Accra, Nairobi et dans des villes du monde entier, à des jeunes à qui on a promis une chose et qui en ont reçu une autre, qui survivent, qui étudient. Dans l'obscurité, ceux qui écrivent dans des carnets à la lueur d'une lampe torche, attendant le moment de franchir le portail et de ne plus jamais revenir. Si cette histoire vous a touché aujourd'hui, partagez-la avec une personne qui en a besoin. Quelqu'un qui est encore dans l'ombre, attendant toujours la permission. Dites-lui qu'Adaeze est partie jeudi matin et que la vie qu'elle a construite ensuite valait chaque pas. Laissez un commentaire ci-dessous. Dites-moi quel moment de cette histoire vous a marqué et d'où vous vous trouvez ce soir dans ce monde merveilleux. Je lis tous les commentaires. Abonnez-vous et activez les notifications pour ne manquer aucune histoire. Et avant de partir, cliquez sur la vidéo qui s'affiche à l'écran. Une autre histoire africaine poignante vous attend. Ne la manquez pas. À la prochaine, mes chers amis. N'oubliez jamais votre valeur. Personne d'autre ne peut la porter à votre place. Bonne nuit.